Bienvenue sur Ici Éco. Les actions et le dollar chutent au lendemain des annonces du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane massifs, amorçant un virage protectionniste de la première puissance économique du globe, inédit depuis près d'un siècle. Dans un long discours, le locataire de la Maison-Blanche a annoncé une salve de droits de douane, 20% de taxes pour l'Union européenne, 34% pour la Chine, 24% pour le Japon ou encore 31% pour la Suisse. L'offensive protectionniste de la Maison-Blanche sans équivalent depuis les années 1930 prévoit aussi un droit de douane plancher supplémentaire de 10% sur toutes les importations sur le territoire américain, ainsi que des majorations pour les pays jugés particulièrement aussi en matière commerciale par Donald Trump. Au niveau libanais, le gouvernement de Nawaf Salam tente de donner l'impression à la communauté internationale qu'il marque quelques points réformateurs avant l'envoi de sa délégation officielle aux réunions du FMI et de la Banque mondiale à Washington, prévues du 21 au 26 avril en cours. Après avoir nommé un gouverneur pour la Banque du Liban, le ministre des Finances Yassine Jaber s'est empressé de ressortir le projet de loi sur la restructuration des banques des tiroirs du gouvernement de Najib Mikati et l'a transmis tel quel au Conseil des ministres sous la forme d'un projet de décret intitulé Projet de loi sur la réforme et la réorganisation des banques au Liban, en vue de son adoption et de son envoi au Parlement. Le même procédé a été adopté par le gouvernement Salam avec le projet d'amendement de la loi sur le secret bancaire. Un décret a été publié cette semaine portant sur la transmission d'un projet de loi visant à modifier cette loi. Ce projet devrait faire l'objet de vastes débats en raison des lacunes et des dispositions qu'il contient, notamment celles relatives à la levée du secret bancaire sur toutes les institutions, banques, associations et membres des conseils d'administration, d'une manière que de nombreux observateurs considèrent comme servant uniquement un discours populiste dans le pays. Durant cet épisode, nous discuterons des mesures de réforme que le gouvernement doit entreprendre, les négociations avec le FMI, ainsi la restructuration des banques et d'autres sujets avec le secrétaire général des organismes économiques au Liban, Nicolas Chamas. Toujours un plaisir de vous recevoir, Monsieur Chamas. Merci, Monsieur Matta. Comment avez-vous accueilli la nomination de Karim Saïd comme nouveau gouverneur pour la Banque du Liban? Avec beaucoup de satisfaction. Le gouverneur Saïd est quelqu'un que je connais depuis des dizaines d'années et j'ai suivi son parcours professionnel, à commencer, disons, au collège et ensuite jusqu'à nos jours. Et je sais très bien qu'il est très versé dans les affaires financières, dans les affaires économiques, et donc c'est un vieux de la vieille. Et je m'étonne comme quoi on lui reproche d'être proche des banques. Mais de qui va-t-il être proche? Mais c'est son métier. Comme si on me reprochait à moi d'être proche des commerçants alors que je suis le président des commerçants de Beyrouth. Avec cela, c'est-à-dire, je peux dire qu'il a également contribué à faire des études, à des éclairages. Et moi-même, j'ai participé à une étude l'année dernière sur la façon disons, de solutionner le problème des dépôts au Liban. Et Karim est quelqu'un de très modéré dans ses avis, contrairement à la réputation qu'il a, quelqu'un de très ouvert. Il peut être convaincu, mais c'est quelqu'un qui a un QI extraordinaire. Moi, je me rappelle depuis très très longtemps que c'est quelqu'un qui a une très forte présence intellectuelle, doublée d'une très grande expérience. Pour avoir tout dit, je pense que c'est une chance pour la Banque centrale d'avoir un gouverneur tel que Karim Saïd. Et d'ailleurs, je pense que l'avenir, très proche, va, disons, me donner raison et lui rendre justice. Le Liban se prépare à reprendre les discussions avec le FMI. Vous avez exprimé de nombreuses critiques à l'égard de la manière dont le gouvernement précédent, celui de Najib Mikati, a négocié avec le FMI. Sommes-nous face à un scénario similaire avec ce gouvernement? Je pense malheureusement qu'il y a une simple extrapolation des négociations antérieures. Notre reproche majeur, c'était que l'équipe, la délégation libanaise, était très, disons, soumise devant disons, les responsables du FMI. Et donc, ils ont presque accepté sans sourciller, disons, les mesures ou les réformes toutes faites. Sans prendre en compte les spécificités du Liban, notamment
la question du secteur bancaire, le fait que la crise est une crise sans précédent, financière, bancaire, monétaire, économique, et notre principal reproche en tant qu'organisme économique, c'était que nous n'accepterions sous aucun prétexte, disons, d'effacer des dizaines de milliards de dollars de dépôts. Et à chaque fois, inévitablement, que la délégation du FMI était présente dans les bureaux des organismes économiques, il y avait une prise de bec sur la question des dépôts. Et donc, nous constatons que les choses continuent. Hier même, le gouvernement, disons, a distribué pour étude aujourd'hui un projet de réforme du secteur bancaire. Nous allons discuter à propos de ce sujet. Exactement. C'est aussi dangereux. Qui n'est qu'une copy-paste. Exactement, une pâle réplique d'un projet datant du 5 octobre 2023 du gouvernement précédent. Nous allons discuter à propos de ce projet de loi, mais quelles sont les conditions que le Liban doit défendre lors de la phase de négociation avec le Fonds monétaire international et sur quelle base une négociation saine doit-elle être menée dans l'intérêt du Liban, certainement durant ces négociations-là? Je pense qu'il faudra, disons, trois chemins parallèles. Le premier est la question financière, c'est qu'il y a un énorme déficit, un énorme trou financier à la Banque centrale d'à peu près 75 milliards de dollars. Et seule la Banque centrale et avec elle l'État libanais sont responsables de ce déficit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État libanais qui a émis un jugement en disant que l'État libanais était responsable de la violation de certaines lois en vigueur à travers l'utilisation sans permission, sans autorisation de l'argent des épargnants. Donc, le premier, c'est la question financière, mais en changeant un peu le cap et en allant de plus en plus vers le jugement du Conseil d'État qui nous donne une véritable feuille de route pour reconstituer les dépôts. Les dépôts n'existent qu'à hauteur de 10% aujourd'hui. Le défi est de les reconstituer. À côté de cela, il y a une autre ligne parallèle, c'est la croissance économique, parce qu'elle est absente depuis très très longtemps. Nous sommes à 0 et 1%, alors que nous avons perdu de 55 milliards à peu près 20 milliards en 5 années. C'est-à-dire pour revenir au niveau où nous étions, du PIB. Exactement, le PIB, pour revenir à 55 milliards, il nous faut peut-être 5% sur 20 ans. C'est quelque chose d'inimaginable. Donc, il faut un effort certain sur la question de la croissance économique. Et là, les organismes économiques jouent un rôle majeur pour attirer des investisseurs libanais et étrangers en vue de faire repartir la croissance. Les organismes économiques ont préparé un papier. C'est ça. Vous allez lancer ce papier d'ici quelques jours. Exactement. Parlez-nous de ce papier. Ce papier, c'est, disons, beaucoup de bon sens. Ce sont des principes généraux qui, comme je le dis, parlent de plusieurs lignes parallèles. Il y a également la ligne sociale, puisqu'il est impossible de dissocier la question sociale de la question économique, la répartition des richesses, la question de la création d'emplois, l'éducation de qualité, la question de la santé, etc. Tout cela a été abordé par nous. Et il y a enfin la question de l'administration libanaise, qui est malheureusement très en reste. Comme vous le savez, M. Matta, aujourd'hui, il y a à peu près 70% d'employés en moins, de postes qui ne sont pas pourvus dans l'administration. Il y a beaucoup de contractuels, mais l'administration en elle-même est exsangue. Beaucoup de gens ont pris leur retraite, d'autres ont émigré vers l'étranger ou vers le secteur privé libanais. C'est-à-dire qu'il faut réhabiliter le secteur public, restructurer le secteur public. Donc nous avons donné de grands principes, de grandes idées, un cap très clair pour ces 4 domaines. Et nous allons énoncer ça effectivement mercredi prochain. Et en ce qui concerne l'approche saine pour résoudre le problème des déposants? Le problème des déposants, comme nous l'avons dit... Et la responsabilité de l'État? Voilà. D'abord, numéro 1, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut reconnaître la responsabilité de l'État. Là, il faut un acte historique, M. Matta. Je me rappelle le président Jacques Chirac, en 1997, il venait d'être élu président de la République française. Il a dit que la France, l'État français, avait collaboré avec l'État allemand. C'était la première fois que c'était dit.
Une fois que cela est dit, ça a des conséquences et des implications. Si on extrapole cela au cas libanais, aujourd'hui, moi j'attends, disons, du chef du gouvernement ou du gouvernement de dire effectivement l'État est responsable de la disparition des dépôts et l'État va s'attacher avec les autres parties prenantes, à savoir la Banque centrale et les banques commerciales, à reconstituer les dépôts comme préalable à leur restitution graduelle aux ayants droit. Donc, c'est cela qu'il faut faire. Il faut d'abord une admission de la responsabilité. Mais donc, pour l'approche qu'il faut suivre pour résoudre ce problème, il faut commencer par où? Il faut faire comment? Il faut faire comment? Il faut déjà, nous avons l'audit qui a été fait à la Banque centrale. Nous savons que le déficit est dû à telle ou telle chose, disons la question de l'électricité, la question des subventions avant et après. Ensuite, le fait que beaucoup de prêts ont été éteints en dollars ou en livres libanaises à 1500, etc. Nous connaissons les raisons. Mais malheureusement, il y a une frange de la société et des médias qui s'emploie à obscurcir la réalité du débat. C'est comme si leur intérêt ou leur ambition était de détruire le système bancaire libanais et le régime libéral, quitte à ne rien recevoir en termes de dépôt. Parce qu'il faut savoir que si les banques feront faillite, les déposants recevront un maximum de 75 millions de livres. Mais servant uniquement un discours populaire. C'est un discours populaire, mais il est en train, disons, de polluer le débat public. Aujourd'hui, il faut revenir à la raison. Il faut qu'il y ait un débat argument contre argument. Nos arguments sont très solides parce que nous avons étudié, quand je dis nous, c'est les organismes économiques depuis 5 ans et nous savons quoi faire. Ce qu'il faut faire, effectivement, c'est une certaine cascade. C'est-à-dire que l'État devra restituer, tôt ou tard, graduellement, l'argent qu'il a emprunté à la Banque centrale. De son côté, elle devra les restituer aux banques commerciales et elles-mêmes qui se chargeront. Qui ne sont que les dépôts des déposants. Exactement. Il n'y a pas d'autre moyen. Parce que ce trou, disons, de 75 milliards, ce n'est pas, disons, un déficit qu'aucune banque ou qu'aucun système bancaire ne peut supporter. C'est à peine si l'État libanais peut. Vous les considérez comme dette ou perte? Non, c'est une dette souveraine. C'est une très bonne question. Ce n'est pas une perte. Si aujourd'hui, vous venez me prêter 1000 $, OK? Moi, de mon propre chef, unilatéralement, je vous dis, Monsieur Matta, je ne vais pas vous rendre votre argent. D'un coup, cette dette s'est transformée en une perte chez vous. Et le toupet, c'est que je viens vous chercher dans les poches pour savoir d'où vous avez amené ces 1000 $. On croit marcher sur la tête. Donc, c'est une dette souveraine que l'État a accumulée. Et la dette souveraine doit être restituée sans aucune question. Et de plus, le Code de la monnaie et du crédit oblige l'État libanais, oblige l'État libanais, l'article 113, à fermer le déficit de la Banque centrale chaque année, à chaque fois qu'il y a un déficit. Et donc ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une violation claire de la loi. Comment convaincre le téléspectateur qu'on fait face à une crise systémique? OK. Quand il s'agit d'un problème à 85 milliards de dollars, c'est la taille des dépôts qui reste aujourd'hui, c'est certainement pas un problème entre une banque et ses déposants. C'est une crise systémique. Ça, c'est d'abord la taille, définit le caractère systémique. Ensuite, quand toutes les banques ont les mêmes problèmes, c'est également un paramètre qui définit la question systémique. Je vais dire encore plus. Il y a certaines banques, notamment étrangères, qui ne sont pas rentrées dans le jeu de la dette souveraine ou des ingénieries financières, mais elles se sont quand même retrouvées embourbées avec la Banque centrale parce que la dette du secteur privé était remboursée en dollars et donc ces dollars étaient déposés à la Banque centrale sans aucune possibilité pour ces banques de les sortir. Donc, que vous ayez traité avec l'État ou pas, quoi que vous ayez fait,
En tout cas, vous êtes pris dans cet engrenage et c'est exactement ce qui définit le caractère systémique de la crise. Donc, comment répondre aux organisations comme Kuluna Errada et autres qui considèrent que non, on ne fait pas face à une crise systémique, une crise bancaire, et donc les banques sont responsables seules pour pouvoir couvrir ce trou et jamais toucher aux actifs de l'État. Mais il faut savoir, par exemple, une des raisons majeures de ce déficit, c'est la subvention sur la livre libanaise, la stabilisation de la livre libanaise, qui a permis à chacun d'entre nous, toute la société libanaise, de bénéficier d'un pouvoir d'achat qui excédait les possibilités du Liban. Et ça a bénéficié à toute la population libanaise. Comment les banques peuvent être tenues responsables? Ça, c'est de un. De deux, régulièrement, la Banque centrale émettait des circulaires avec lesquelles les banques étaient tenues de se conformer. L'ancien secrétaire général de l'association des banques, Dr Sadir, Dr Makram Sadir, a fait une analyse très fine sur les circulaires de la BDL. Il y en a trois types. Le premier type, c'est quasiment obligatoire. Le second est réglementaire. Le troisième est volontaire ou facultatif. Les deux premiers, c'est-à-dire obligatoire et réglementaire, constituent 80% des circulaires. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment une obligation de déposer l'argent auprès de la Banque centrale. Ensuite, l'argent n'a pas été prêté à l'État. Ça, c'est une erreur terrible, une erreur factuelle. Exactement comme les déposants ont déposé leur argent dans les banques commerciales ont déposé leur argent auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire, ce qui est valable ici est valable là-bas. La logique ne se divise pas. Alors, les opposants ont beau dire ce qu'ils veulent, mais le fait est que les banques ont déposé leur argent, non pas au casino, non pas qu'ils l'ont dilapidé n'importe où. Cet argent a été déposé dans le lieu le plus sûr dans chaque État, c'est-à-dire soit la Réserve fédérale, soit la Banque centrale. Et la Banque centrale l'a utilisé à mauvais escient avec l'État libanais. Mais comment considérer une bonne gouvernance des actifs de l'État, disons, comme violation de la souveraineté? Mais ça, c'est quelque chose... Tout à fait. Je vais vous dire que l'État a failli lui-même. Ce n'est pas seulement la Banque centrale. Parce que dans le Conseil central, qui est l'organisme de décision, comme vous le savez, il y a deux représentants de l'État. Il y a le directeur général du ministère des Finances et le directeur général du ministère de l'Économie. Donc l'État était présent. Mais encore plus que ça, l'article 43 du Code de la monnaie et du crédit donne aux représentants du gouvernement auprès de la Banque centrale des prérogatives très larges, allant jusqu'à faire cesser ou arrêter toute décision émanant du Conseil central ou du gouverneur dans les 48 heures. Donc l'État n'a pas fait son rôle, n'a pas joué son rôle, ni en amont, ni en aval. Juste pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de marquer des points pour montrer au FMI que le gouvernement a progressé, mais de prendre des mesures réfléchies. Est-il raisonnable d'adopter aussi rapidement une loi sur la restructuration du secteur bancaire cette loi de restructuration qui a été maintenant lancée au gouvernement, qui va la voter, etc., on va faire passer pour l'envoyer au Parlement. Mais vous dites quoi à propos de ce projet de loi? Ce n'est pas raisonnable du tout. Cette loi est un fourre-tout, donc elle avait été déjà rejetée par tous les ayants droit, toutes les parties prenantes, il y a déjà 2 ans. Et cette loi s'est retrouvée orpheline. Personne n'était là pour la défendre, pour la simple raison qu'elle aboutissait à terme à l'effacement de dizaines de milliards de dollars de dépôts, puis à la faillite des banques. Donc, le FMI est en train de dire, et là, c'est une forme de violence politique. Au Liban, vous devez aujourd'hui aller aux réunions du printemps du FMI avec quelque chose à nous montrer. C'est d'abord la question du secret bancaire, puis la restructuration des banques. Mais celle-là, elle est totalement inapplicable. Comment voulez-vous évaluer le bilan d'une banque si le passif est connu, il est fixe, alors que vous ne connaissez pas l'actif, mais c'est une mascarade.
Donc, c'est quelque chose qui n'est pas digne des enjeux. Et je pense que le FMI a exercé trop de pression sur l'État libanais. Ah. Malheureusement, l'État libanais, vous parlez de souveraineté tout à l'heure, M. Matta, l'État libanais aurait dû faire montre de plus de fermeté et exercer sa souveraineté économique en la matière. Ce n'est pas acceptable ce qui s'est passé. Le remède du FMI est-il en lui-même une maladie? Il est une maladie si c'est un off the shelf, si c'est une solution, si c'est une potion qui est donnée, qui est administrée dans tous les cas. Si au contraire elle était vraiment taillée sur mesure pour le cas libanais, ça aurait été une bonne chose. Personne d'entre nous ne rejette le FMI. Mais il semble que ce gouvernement semble vouloir aller au-delà des exigences du FMI. Oui, effectivement. Et nous l'avons ressenti avec la question du secret bancaire, où il y a eu un effet de rétroactivité de 10 années, ce qui est terrible parce que ça change les règles Ah, du jeu. c'est ça. Je voulais poser cette question à propos des effets rétroactifs des lois. Oui. L'effet rétroactif des lois, c'est précisément au niveau du un levé du principe secret bancaire. constitutionnel qui ne tient pas la route. Parce que des investisseurs, des déposants se sont engagés suivant, disons, un code, suivant, disons, de certaines formes, suivant des règles du jeu qui sont données. Aujourd'hui, venir et changer tout cela en un tour de main peut être dangereux. Imaginez-vous des Libanais dans des régions difficiles, disons, qui ont transféré de l'argent au Liban et qui ne l'avaient pas déclaré pour une raison quelconque. Mais en tant qu'expert économique, est-ce que le principe de rétroactivité est-il valable? Il est inacceptable. Il est inacceptable. Moi, ça me rappelle les jugements des tribunaux de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là que la rétroactivité était acceptée, mais pas comme une démocratie de très grande qualité, comme la démocratie libanaise. C'est quelque chose d'inacceptable. Et j'aurais souhaité ne pas connaître une telle entorse au droit libanais de notre vivant. C'est quelque chose d'inacceptable. Je pense que les grands législateurs libanais, et là je pense à Raymond Eddé en particulier, à Pierre Eddé, à Auguste Bachos, ils se retournent dans leur tombe en voyant ce qui se passe aujourd'hui. Nicolas Chamas, c'est toujours un plaisir de recevoir. Vous êtes le secrétaire général des organismes économiques au Liban. Merci. Merci à vous, M. Matta. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.